J'y ai tout de suite vu une matière romanesque extraordinaire. En fait, tout est parti de la lecture du livre Enquête de Fabrice Arfi, qui a fait un travail comme une enquête journalistique américaine, en fait, d'une certaine façon. Il a exploré tous les recoins, en tout cas de son point de vue, de cette affaire. Moi, j'ai lu ce livre comme un roman et j'y ai tout de suite vu une matière romanesque extraordinaire. Le nombre de personnages, le nombre de milieux sociaux visités, la technicité de cette escroquerie, comment est-ce que 3 gangsters réussissent à pirater 5 milliards d'euros, et puis en même temps d'où ils venaient, qui ils sont, et dans quel monde et à quelle époque tout ça se passe. Et le livre a servi de base. C'est une fiction inspirée de faits réels. Il faut mettre de la TVA sur le droit à polluer. Merci, messieurs, dames, si vous avez des questions. On applaudit la TVA! La série va s'attacher à un personnage qui s'appelle Simon Wenachter, qui est Vincent Lindon, qui crée un nouveau service d'enquête pour combattre la délinquance financière. Et puis par hasard, il va tomber sur l'affaire dite de l'escroquerie des quotas carbone. Et il va devenir obsédé par cette affaire, et surtout par les personnages, et par les enjeux environnementaux, politiques, humains, sociaux de cette enquête. Et ça va devenir un enquêteur obsessionnel qui va vouloir aller au bout de tous les enjeux de cette escroquerie dite des quotas carbone. Et en même temps, il va y avoir des gens qui viennent de milieux populaires de Belleville, qui vont s'associer avec un garçon qui vient des beaux quartiers du 16e arrondissement. Il va y avoir un magistrat, quelqu'un qui se présente comme étant un technicien de l'enquête, mais lui-même a une fille qui est devenue camée, et il essaye de la récupérer et de l'aider. Et on va tourner pour la série à la fois dans le réel bureau d'ailleurs de Bruno Le Maire à Bercy, du ministère de l'économie et des finances, et en même temps, on va tourner dans des boui-boui à Manille. Donc cette espèce de mouvement, de fresque, d'une certaine façon, était tout de suite liée à la lecture du livre et très excitante. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir directement sur les marchés financiers que de braquer une banque. Quand je referme le livre d'Arfi, j'ai tout de suite l'idée d'un enquêteur qui sera joué par Vincent Lindon. J'avais déjà fait un film avec lui qui s'appelait L'Apparition, et ce qui m'avait plu dans ce que j'avais filmé, capté de lui, c'était Vincent comme un principe de vérité. Quelqu'un qui veut pas qu'on lui raconte d'histoire, qui veut pas qu'on l'enfume, qui a une capacité de colère et d'indignation qu'on lui connaît. Et je me suis dit, tout ça va être intéressant pour l'enquêteur. J'ai plein d'amis flics, vous savez. J'ai rien à voir avec vos amis flics. Y a pas de service ou d'arrangement possible avec moi. Vous comprenez? Je suis clair? La série va s'organiser vers une confrontation entre lui et le personnage de Neil Schneider. Découverte extraordinaire pour moi, je l'avais déjà repéré, Neil, mais qui est allé dans la démesure, la folie. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un personnage diabolique, assez effrayant, et puis en même temps, on sent qu'il a une fêlure, une humanité, des contradictions. Ramzy Bedia, moi, je l'avais évidemment connu, comme tout le monde, c'est ma génération, comme comique, absolument extraordinaire, drôle. Et ce qu'il a apporté, et qui, je crois, n'a jamais joué jusqu'à présent, c'est une forme de noirceur, c'est le danger. Et il fait d'autant plus peur qu'il est drôle et charmant. What kind of company? Import-export. Import-export. We do import-export, we import, we export. You sell goods and services Voilà, from your... oui, ne me casse pas les couilles et remplis ça. Vas-y, note plutôt ça. Ah. Voilà, import, export. Après, il y a David Ayala. Moi, je le connaissais pas. Il est apparu en casting. Je sais pas, il est éblouissant, cet acteur. C'est incroyable quand vous êtes metteur en scène et puis vous avez écrit les dialogues et qu'il se les approprie et il les met en musique. Et il apporte un naturel, des ruptures de rythme. Il apporte toute une histoire. J'y crois à cet homme qui a grandi à Belleville, qui trichait aux cartes et qui d'un coup a l'idée de l'escroquerie à la TVA sur les quotas carbone. Les personnages féminins, après, sont très très important. Le personnage de Judith, par exemple, est la femme de Jérôme Mathias, donc un des 3 escrocs. Il y a une vibration chez Judith qui est à la fois une femme amoureuse, elle est intelligente, elle est structurée, elle voit qui est son mari, elle le comprend petit à petit. Et son contre, c'est le personnage d'Olga Kurilenko. Je ne voulais évidemment pas faire une caricature féminine de femme sexy, etc. L'idée, c'était qu'elle soit complexe, qu'elle s'incarne aussi dans des contradictions, dans une histoire. On comprend d'où elle vient, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle fait. Faut rentrer dans le game, c'est tout. Moi, mon père était boucher à Belleville. Il m'a dit, le capitalisme, c'est la liberté du renard libre dans un poulailler libre. C'est l'époque qui parle à travers eux. Tout simplement. Toute la difficulté quand on va filmer des personnages décadents, c'est que la décadence au cinéma, c'est très sexy. C'est très beau à voir. Des gens qui se permettent tout.
que ce soit dans un geste, dans une façon de s'habiller, dans la voiture qu'ils choisissent ou dans la violence qu'ils expriment dans les rapports. Après, moi, comme metteur en scène, je n'aime pas du tout la complaisance facile de filmer ça et d'en jouir uniquement visuellement, parce que je trouve que c'est socialement des comportements très graves et très difficiles. Et en même temps, je n'aime pas du tout non plus le confort de la condamnation de les ridiculiser en les caricaturant. Donc j'essaie, dans la série, c'est ça qui m'intéressait, d'avoir un point de vue qui à la fois est fasciné par ce que ces types se permettent, et puis en même temps, il y a aussi quelque chose en moi qui est indigné. Et ça, c'est le point de vue que porte Vincent Lindon, qui lui se dit « mais ces types sont le signe de quelque chose qui dégénère et qui n'est pas tolérable ». Et il va se battre contre ça. Cette idée du combat et de l'obsession, pour moi, était essentielle. Parce qu'à l'arrivée, cette histoire, elle s'est terminée dans un bain de sang, avec des milliards partis en fumée. Et quand on est un serviteur de l'État comme moi, ce n'est pas acceptable. Et en même temps, ces petites histoires s'inscrivent dans un grand mouvement du monde, dans un grand mouvement civilisationnel même, où la question du bien, du mal se pose, la question écologique, la question du judaïsme, son rapport au bien et au mal, au prisme de la religion ou pas, ou au contraire du code pénal. Voilà, c'est ça le grand mouvement de la série, je crois. Il y a une esthétique qui m'intéressait beaucoup, qui est l'esthétique de l'enquête. On va suivre un personnage déterminé à idée fixe, obsessionnelle. J'aimais cette idée d'une petite équation mathématique toute simple, et que de cette petite équation mathématique, le personnage de Vincent Lindon comprend, même si lui n'est pas un matheux dans l'histoire, qu'avec 1 euro, on peut faire 100 millions. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que moi, je connaissais rien à ce monde-là au début, et que quand on me l'a expliqué, je me suis dit, le spectateur va vivre la même chose avec Lindon, puisque Lindon essaie de comprendre. Comment est-ce que ce personnage, pour déconstruire cette affaire, il va falloir qu'il mobilise des sites internet, qu'il aille sur le terrain comme un flic interroger des gens, qu'il y ait à la fois des poursuites de voitures et des tracts digitales, qu'il y ait à la fois des écoutes et des discussions avec des rabbins. Il essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le mystère de cette affaire absolument fascinante et qui a fasciné beaucoup de gens et beaucoup de journalistes. Moi, je fais du cinéma, j'ai fait des films de cinéma, et au moment d'écrire, de rédiger, je voyais bien que tout ça allait devenir très très long, et ça m'excitait d'ailleurs. Après, j'ai travaillé avec Jean-Baptiste Delafont, où on a construit des épisodes. À l'époque, il y en avait environ 6 ou 7. Après, moi, je scénarisais. Et je travaillais, en fait, j'écrivais à partir de là, je faisais l'adaptation, les dialogues, j'essayais de me laisser gagner par la fiction, par l'histoire, pour que tout ça se mette à jouer, à vivre. Et en fait, c'est devenu 8 épisodes, puis 10, puis 12. Mais jamais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une technique particulière, des trucs qu'il faut faire à la fin d'un épisode ça, au milieu ça. Et puis ça a été le bonheur d'être avec Canal+, c'est qu'ils m'ont donné une liberté totale et ils m'ont encouragé, poussé en me disant, mais faites ça comme si vous faisiez un film. Et en fait, j'ai travaillé avec mon équipe de cinéma habituelle, chef opérateur, producteur, les décorateurs, les costumiers. Et en fait, c'est un film qui est devenu une série, en fait. Ou une série qui est un film, je ne me pose pas la question. Ce qui était excitant, c'était à la fois, il y a l'univers de l'ultra-luxe le plus déculpabilisé, le plus dégueulasse, qui est lié au consumérisme, à cet hédonisme-là, à cette dérive-là d'un monde qui se cherche dans des marques de luxe. Il y avait à la fois le monde populaire de Belleville, même si je n'ai pas voulu qu'il y ait le moindre pittoresque, complaisant et idiot. Il fallait quand même faire vivre ce monde-là. Et j'espère que c'est ça qui fait la richesse romanesque de la série et de l'histoire, c'est de sentir que tous ces éléments esthétiques hétéroclites sont en fait pris dans un grand mouvement qui est celui des escroqueries à la taxe carbone et de tous ces enjeux, de toutes les questions que ça pose aux citoyens que nous sommes et à nos gouvernants.